Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Focus sur la mucoviscidose. Aujourd'hui, cette maladie génétique qui touche plus particulièrement les Bretons, comme c'est le cas de l'un de nos invités, Alexandre Gégaud. Bonjour. Bonjour. Alors pour récolter des fonds au profit de la recherche médicale, vous organisez une virade de l'espoir. C'est ce week-end à Roscoff, au programme sport et animation en pagaille. Vous nous en dites plus tout à l'heure. À vos côtés, professeur Claude Ferrec, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes généticien et dirigez l'INSERM à Brest, c'est le Centre national de recherche médicale. Vous nous en direz plus sur la mucoviscidose. Puis comme chaque vendredi, Aline est avec nous. Bonjour Aline. Bonjour. Et vous nous donnez les bons plans pour occuper les enfants ce week-end dans le Finistère. Eh oui. On se sera tout à l'heure dans l'Instant Môme. En fin d'émission, vous retrouvez également la brève de trottoir de Stéphane Leroy. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité avec vous, Julie Sicot. Bonjour. Bonjour Pauline. On revient avec vous sur la crise qui a lieu en ce moment dans le quartier de Pontanézen à Brest. Oui Pauline, rappelez-vous, jeudi dernier, on faisait le point sur la fermeture du centre social suite au droit de retrait exercé par la vingtaine de salariés du centre social depuis le début du mois de septembre. Tout était parti du recrutement de 3 animateurs pour le centre. Les salariés auraient reçu des menaces de la part d'un habitant du quartier qui a été ensuite relaxé. Dans tous les cas, la situation perdure et le moins que l'on puisse dire, c'est que peu de solutions ont été trouvées pour le moment. Alors jeudi soir, justement, une réunion publique avait lieu. Beaucoup de monde était présent, des habitants du quartier de tout âge, mais aussi des élus. Et l'ambiance était tendue. On regarde votre reportage. Donc on fait quoi alors? On les met où les gosses? On va trouver une solution. Avec la fermeture du centre social de Pontanézen, c'est toute la vie du quartier qui est en suspens. Et à la question de cette habitante, la réponse est restée floue ce jeudi soir. Pour l'instant, les salariés n'ont toujours pas décidé de reprendre le travail, malgré un conseil d'administration. La mairie a pris le relais avec une garderie, mais pour l'aide aux devoirs, pas encore de solution concrète. 10 mamans se sont portées volontaires bénévolement pour assurer l'intérim à partir du mois d'octobre. Autre volet abordé ce jeudi, le travail, toujours très absent de Pontanézen. Les habitants souhaiteraient que des emplois soient prévus pour eux dans le quartier. Depuis 2015, on a une augmentation probante des emplois d'avenir pour les quartiers et dans les quartiers. Ça ne veut pas dire qu'on fait un emploi d'avenir du quartier dans le quartier. Aujourd'hui, sur 2015, sur le premier semestre 2015, sur 100 emplois d'avenir, 37 sont dans les quartiers prioritaires. Moi, je ne comprends pas que les choses n'évoluent pas. Nos gamins, on va les laisser... En tout cas, cette réunion a permis de mettre en lumière le malaise qui règne à Pontanézen. Cette mère de famille de 3 enfants a tenu à s'exprimer de longues minutes. Elle habite ici depuis plus de 20 ans et son témoignage est saisissant sur le quotidien des habitants. On nous a construit un très joli cadre de vie, un réaménagement urbain où il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est que les problèmes de société sont toujours là. Mon fils, par exemple, sur sa classe, pratiquement tous les gamins n'ont pas eu le bac. On n'est pas un seul qui ait le bac, c'est pas logique. C'est pas normal, dans les autres quartiers, il y en a au moins quelques-uns qui l'ont. De sa classe, c'est pareil, ils sont tous condamnés. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'une maman ici a... Je sais pas, on voit nos enfants naître, on a plein de souhaits, plein de rêves pour nos enfants. Jamais on imaginerait que plus tard ils seront dealers dans une entrée. C'est pas ça que les mamans elles souhaitent ici dans le quartier. Moi, quand j'étais jeune, ça fait bien longtemps, j'allais on avait des salles, on avait des centres de jeunes, on ne traînait pas dans la rue parce qu'on savait où aller. La vraie priorité pour les habitants reste les adolescents, les jeunes adultes. Ils n'ont eu de cesse pendant cette réunion de réclamer une salle absente des infrastructures du quartier. Avoir une confiance envers nous déjà, pour qu'on puisse avoir une salle, leur montrer qu'on n'est pas ceux qui croient. Surtout les gens de l'extérieur qui ne voient pas ce qui se passe vraiment. Une requête qu'Osni Trabelsi, l'adjoint du quartier, n'a pas rejetée. Il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'il y ait une association, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent en charge cette association, des personnes qui prennent la responsabilité de l'association. Vous ne donnez pas de local. Une réunion qui aura eu le mérite de faire renaître le dialogue. Pour les réponses, il faudra attendre encore un peu. S'il vous plaît, on garde son calme. Alors Julie, autre sujet sur lequel vous avez travaillé, la polémique suscitée par une vidéo de l'imam de Pontanézen ce vendredi. Oui,
Oui, tout à fait. Cette vidéo date de mai 2014. Alors, elle est visible sur le site de l'imam Rachid Abou Oudefa, l'imam de la mosquée Souna de Brest. Elle est ressortie dans les médias ces derniers jours. Le 22 septembre 2015, donc, le blogueur breton Boris Lelay de Breizh-Ataou publie un montage d'1 minute 47 de ce prêche. Pour information, ce blogueur est considéré comme un ultranationaliste condamné pour provocation à la discrimination raciale. Donc, ce montage est publié sur sa page Facebook. Il fait 58 000 vues et il est partagé près de 2000 fois. L'Express reprend l'information. La vidéo fait boule de neige. Elle est aujourd'hui sur à peu près tous les sites de médias de France et également sur quelques sites à l'étranger. Le montage est tiré d'un prêche visible sur Internet, sur le site de l'imam donc, et ce prêche dure près de 45 minutes. Qu'est-ce qu'on apprend, Julie, dans cette vidéo exactement? Alors, cette vidéo a été filmée à la mosquée. On y voit l'imam devant un parterre d'enfants lors des cours dispensés une fois par semaine au sein de l'école coranique Al-Amana. Près de 240 enfants fréquenteraient toutes les semaines cet endroit à Brest. Ce sont les chiffres que nous a communiqué l'imam. Alors l'imam, justement, il parle de la musique. Il indique que la musique est une tentation du diable, tout comme les instruments de musique. Il invite les enfants à ne plus en écouter quand cela est possible, à bannir les musiques de sonnerie de téléphone et à écouter le plus souvent des prières. Alors Julie, vous avez contacté l'imam de Pont-à-Nézanne qui a souhaité réagir à cette polémique. Oui, on l'a contacté ce matin. Alors on avait déjà essayé de le contacter à différentes reprises sur d'autres sujets. Il n'avait jamais vraiment donné suite à nos sollicitations. Mais cette fois-ci, il nous a presque aussitôt rappelé après qu'on ait contacté la mosquée. Et je vous propose justement de l'écouter sur ce sujet. Il faut savoir qu'on s'adresse à des musulmans. C'est ça que je voulais vraiment citer et qui ont souvent les tenants et les aboutissants des textes. Donc quand on dit, par exemple, on apporte un texte en parlant de transformation, ils comprennent que c'est souvent une question à pas prendre au premier degré. Quelquefois on parle de métaphore, quelquefois ce qu'un non-musulman ne va pas comprendre. C'est certains types de musique qui appellent d'un point de vue religieux musulman à la débauche ou on va dire à la perversité ou bien qui excite trop. Mais ce n'est pas, il y a une différence entre, par exemple, je donne un exemple, pour vous dire qu'il y a des différences entre les musiques, il y a une différence entre Mozart et écouter aujourd'hui de la techno par exemple. Donc chacun ses goûts et on est dans un cours religieux comme les chrétiens ont des cours de catéchisme pour les enfants le samedi ou je ne sais quand, mais on a le dimanche matin. Aujourd'hui, j'aurais traité le sujet autrement, bien sûr. J'ai des positions qui sont beaucoup plus ouvertes qu'avant et ça ne veut pas dire qu'on avait des positions moins ouvertes, qu'on était radicales. Mais ça c'est sûr, j'ai des positions beaucoup plus ouvertes. Alors, que sait-on sur cet imam, Julie? Eh bien, c'est un imam très connecté. Rachid El-Djé est né en 1980 à Brest. Il a grandi dans le quartier de Pont-à-Nézanne. Il a pris la tête de la mosquée, enfin d'une des mosquées de Brest en tout cas, après l'expulsion par les autorités du prêcheur Abdelkader Aya Sherif en 2014. Alors, je le disais, il est très connecté. Il a une page officielle sur Facebook. Il réunit près de 180 000 personnes. Sur son site internet, il publie presque quotidiennement des vidéos de cours, de prêches où il dispense sa vision de l'islam. Il pratique justement un islam sunnite, le courant religieux majoritaire, et il suit les principes de l'école malékite, une des 4 grandes écoles de ce mouvement. Et c'est la première école interprétée en France. Dans tous les cas, ce n'est pas la première fois que cet imam se retrouve au cœur d'une polémique. Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage. Et puis, dans l'actualité également, une alerte à la bombe à Brest ce vendredi midi, après qu'une valise suspecte a été découverte devant la porte de la mairie du quartier de l'Europe. Alors, en fin d'après-midi, des mineurs ont fait exploser cette valise et une enquête est en cours. Première cotation pour le nouveau président du marché du port breton. Ce vendredi, à Plérin, François Pott a pris ses nouvelles fonctions dans le contexte tendu de la filière porcine. Christophe Boucher l'a rencontré. Producteur de porc à Plounévé-le-Christ, près de Landivisio, François Pott est le nouveau président du marché du port breton. Sa mission, à ramener autour du cadran tous les acteurs de la filière pour éviter la fin des cotations et le retour à des pratiques ancestrales. Pour nous, c'est impossible. Aujourd'hui, nos concurrents éleveurs bretons, ce sont les Allemands, les Espagnols. Demain, si le MPB n'est plus là, et de facto Uniport, mes concurrents, ce seront mes voisins. Et ça, c'est pas possible. Jeudi, à l'Oudéac, le nouveau président a réussi le tour de force de mettre autour de la table tous les acteurs de la filière porc, dont la Coperle et Bigard, absents des cotations depuis le début août. Il y a eu une rencontre entre les membres du bureau du marché du porc breton et les 7 opérateurs, donc Coperle et Bigard compris, pour échanger sur ce qu'on appelle la convention. La convention, c'est ce qui permet de fixer un prix.
Donc on s'est donné 15 jours pour la retravailler, si du moins il y a besoin de la retravailler. Et c'est une des demandes de Cooperl et de Bigard. Donc on va faire ça à tête reposée. L'important, ce ne sont pas les 15 jours. L'important, c'est de réussir et que tout le monde revienne au pupitre. Le pupitre s'est rallumé ce vendredi matin, certes sans la Cooperl et Bigard, mais à Plérin, le kilo de porc se négocie à 1,334 €, c'est 3 centimes de moins qu'en début de semaine. Allez, tout de suite, focus sur les virades de l'espoir avec nos invités. Alexandre Gégaud, vous organisez la Virade de l'Espoir à Roscoff ce week-end, un événement sportif et festif qui permet de récolter des fonds au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Vous, Alexandre, vous vivez avec cette maladie au quotidien. À vos côtés, professeur Claude Ferrec, vous êtes généticien et pilotez l'INSERM à Brest, l'Institut national de recherche médicale. Claude Ferrec, rappelez-nous ce que c'est que la mucoviscidose. Une maladie génétique, en fait, qui essentiellement se traduit par une atteinte pulmonaire et une atteinte digestive. Une maladie génétique que l'on connaît depuis une cinquantaine d'années maintenant et pour lesquelles, effectivement, la recherche a encore des progrès à faire parce que même si aujourd'hui, et là, Alexandre est là pour nous le prouver, on a des jeunes hommes qui sont atteints de cette maladie, qui travaillent et qui sont impliqués dans la vie professionnelle, il reste encore du chemin à parcourir pour que l'on guérisse la maladie et c'est tout le travail qui reste à faire autour de ces virades pour aider la recherche à progresser le plus rapidement possible. Alexandre, comment on vit au quotidien avec la mucoviscidose ? Je dirais qu'on vit normalement. Maintenant, c'est vrai qu'on a un certain nombre de contraintes. Des prises de médicaments entre 25 et 30 par jour. C'est des séances de kiné aussi, plus ou moins intensives suivant l'état dans lequel on est. Des cures d'antibiotiques à l'hôpital pendant 15 jours ou 3 semaines. Donc moi, pour ma part, je suis greffé depuis 9 ans maintenant. Donc c'est vrai que ça c'est des poumons et je dirais que tout ça c'est derrière moi. Moi je vis maintenant normalement, grâce à ma greffe j'ai aussi pu faire des projets, me marier, acheter une maison et puis avoir une vie professionnelle stable aussi. Alors comment ça se passe au niveau de la vie professionnelle ? Est-ce que vous avez un statut de travailleur handicapé qui vous permet justement d'aménager vos séances médicales ? J'ai le statut effectivement de travailleur handicapé, mais maintenant du fait de la greffe, je n'ai plus autant de contraintes qu'avant, contraintes physiques notamment. Et donc là maintenant je peux travailler vraiment normalement en faisant les mêmes horaires, je dirais, que n'importe quel salarié. La greffe c'est un peu la solution, la seule solution réelle qui permet de vaincre. C'est aujourd'hui une des solutions et je pense que dans l'avenir ce ne sera pas la solution quand on aura vraiment des traitements spécifiques de la maladie, mais aujourd'hui encore ça reste le traitement quand la fonction pulmonaire réellement est en bout de course. Claude Ferrec, pourquoi la mucoviscidose est présente en Bretagne et même encore plus dans le Finistère ? Oui, c'est une histoire qui fait partie un peu du patrimoine des populations celtiques. La mutation principale de la maladie est probablement apparue dans les populations d'origine celte et on en retrouve en Bretagne, en Irlande, au Pays de Galles. Et la situation du Finistère, où quand même pendant des siècles on a vécu entre nous une sorte d'endogamie, a favorisé, je dirais, l'apparition de ces maladies de transmission récessive en fait. Tous ces facteurs font qu'aujourd'hui on fait partie des régions avec le Canada, avec l'Irlande, des régions où la mucoviscidose touche une naissance sur 2500 à peu près. Contrairement sur le plan national, une naissance pour 4000... Voilà, 5000 pratiquement. 5000. Alexandre, les Virades de l'Espoir sont organisées dans plus de 400 villes en France ce week-end. Alors, au-delà de l'aspect récolte de fonds, est-ce que c'est un moyen de faire connaître aussi votre quotidien, cette maladie, au grand public ? Oui, bien sûr. Nous, avec Anthony, qui est donc co-organisateur, on est là aussi pour répondre aux questions des personnes. Ce jour-là, il y a aussi le délégué territorial Bernard Laurent qui sera présent, avec des bénévoles pour aussi parler de la maladie avec les parents aussi qui se posent des questions, qui ont des jeunes enfants atteints de la maladie. Et je pense que c'est aussi important et ça permet justement aux parents d'avoir un soutien, leur montrer qu'ils sont soutenus aussi dans l'épreuve qu'ils sont en train de vivre.
Et donc... Puis leur montrer qu'on vit avec la maladie aujourd'hui et que... Anthony et moi, on est là justement pour prouver que la recherche avance. Ce qu'il faut préciser, c'est que maintenant, plus de 50% des patients sont adultes. Donc, ce qui montre bien aussi que la recherche avance et qu'on peut vivre de plus en plus vieux aussi avec la maladie. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, effectivement. Il y a eu une évolution. C'était une maladie de l'enfance, hein, jusqu'à dans les années 70-80. Qu'on dépistait dès la naissance. Qu'on dépistait dans les premiers mois de vie en général. Il y avait les enfants toussaient, ils ne prenaient pas de poids, ils avaient des diarrhées et le diagnostic en général on le faisait en quelques mois. Et malheureusement on n'avait pas de traitement et la prise en charge était très mal organisée finalement. Alors est-ce que vous connaissez Pascal Lenné ? Oui, Alexandre, vous le connaissez, c'est alias Tillion, je crois que c'est son nom de scène. Alors lui aussi vit avec la mucoviscidose et il y a un an, il a réalisé son rêve en sortant un album de reggae. Anaïs Plateau l'a rencontré. Je suis suivi médicalement depuis ma naissance, donc depuis 1976. Donc ça fait déjà 38 ans. Donc je suis atteint de mucoviscidose. Pascal Lenné vient plusieurs mois dans l'année à Roscoff pour suivre des cures. Et c'est au centre Berardi qu'il s'est lancé un défi, sortir un album pour parler de la maladie et du don d'organes. Féru de musique, il a écrit des textes sur ses expériences. C'est simplement, je dirais, des faits de vie, c'est des aventures que j'ai pu vivre. Il y a aussi des textes qui n'ont rien à voir avec la maladie, c'est avant tout des textes positifs. Faire ressortir le positif, un leitmotiv pour Pascal. Et il le trouve dans le reggae. Grand fan des artistes français, c'est naturellement qu'il a orienté les compositeurs vers ces sonorités. J'aime bien aussi les textes, la composition de textes en français aussi, parce que ça permet de jouer sur les mots et d'exprimer pas mal de choses. Et puis il y a le côté aussi festif, bien entendu, que j'aime à travers cette musique. Près de 20 000 € ont été nécessaires pour réaliser le disque à bout de souffle. Une somme réunie grâce au financement participatif et à la motivation de l'association Petit Lion. Il s'est écoulé déjà à plus de 1500 exemplaires. Depuis quelques semaines, Pascal vit également un autre rêve, partager sa musique en live. Ah bah moi j'ai toujours voulu faire ça. C'est un truc, j'ai toujours voulu monter sur scène. C'est mon truc. Et les retours ne se font pas attendre, même de la part de musiciens qu'il allait avant voir en festival. Des chanteurs confirmés comme Sinsemilia ou Massilia Sound System ou Trio nous ont dit votre concert ça tourne vraiment très très bien. Vous êtes vraiment des pros, alors que c'est vrai que je suis entouré de professionnels, mais moi à la base je suis amateur. Et la liste des rêves de Pascal ne cesse de s'allonger. Le prochain sur la liste, jouer aux vieilles charrues. Voilà, et on trouvera son album aux Virades de l'Espoir à Roscoff ce dimanche. Les événements caritatifs comme les Virades de l'Espoir qui ont quand même ramené 4,6 millions d'euros sur le plan national l'année dernière. Claude Ferrec, sans ces événements, la recherche n'en serait pas là aujourd'hui ? Oui, je crois que c'est vraiment un moteur important pour la recherche sur cette maladie, puisque une partie de cet argent est redistribuée à travers un conseil scientifique qui analyse les projets qui sont soumis. Et chaque année, finalement, ça permet d'accélérer l'innovation, d'accélérer la recherche, et c'est très important. Donc une belle action d'y aller. Et puis dites-nous pourquoi on va y aller aussi pour s'amuser. Il y a plein de choses à faire. Un petit mot sur ce qu'il ne faut pas manquer à Roscoff ce week-end. Donc il y en a vraiment pour les petits, pour les grands. On va avoir une corrida pédestre, donc une course à pied. La visite du ferry, l'armorique de la Brittany Ferries demain matin, donc samedi, à partir de 10h. Voilà. Donc la corrida, ce sera le dimanche, avec sur toute la journée des randonnées pédestres. Un repas aussi terre et mer à midi, de la restauration rapide, un Fest Days, voilà. Et un espace aussi dédié aux enfants et un petit marché. Enfin, il y a vraiment pour tous les âges et tous les goûts. En tous les cas, toutes les infos sur cette 31e édition des Virades de l'Espoir, 31e édition nationale, mais pour vous, c'est la deuxième à Roscoff. C'est la première à Roscoff. On avait organisé une virade au Tréhoux il y a 2 ans. Vous y serez, professeur Ferrec? Je serai dans le Morbihan, moi, parce que j'ai été une un autre petit peu... de l'espoir. Une autre virade de l'espoir. En tous les cas, toutes les infos sur www.vaincrelamuco.org. Merci à tous les deux. Tout de suite, on retrouve Steven Leroy qui nous parle bien sûr de la foire Saint-Michel qui a lieu à Brest ce week-end. C'est la brève de trottoir. Ouais, comment que c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Hé!
Bigus, Plijadur, du plaisir en cascade, du plaisir tant que tant. T'as vu ce qui débarque cette semaine à Brest? La Samèche? Ouais, la foire Samèche, quoi. Comme disait mon tonton Nono, la Samèche est à Brest ce que la jambe de Chinois est à l'apéro. S'il y en a pas, tu passes vraiment pour un blaireau. Il était pas con, mon tonton Nono, hein. Il t'en aurait même dit 3-4 comme ça, bien senti, s'il avait pas fait une éclipse du cœur. C'est quand le foie passe devant. Bon, et mine de rien, la Samèche, quand même, t'as toujours 3 phrases que t'entends, mais systématiques, quoi. Systématiquement. La première phrase, c'est « Ah, de toute façon, c'est nul, ça sert à rien, j'y retournerai pas l'année prochaine. » Ça, tu le dis souvent le dimanche soir. Et puis le temps passe, tout ça, tu dis quand même c'est vachement sympa, l'odeur des pralines, tout ça, des trucs, tout ça. Et puis quand arrive le moment venu, t'as les nains qui sont excités comme tout, ils ont dévasté leur chambre, ils sont en place de la libre avec leur couverture en train de vendre des merdes. Et toi, t'es en train de marcher, de déambuler avec 30 boules dans les fouilles. Et avec ça, c'est vachement bien. Donc ça, tu le dis toujours, l'année prochaine j'irai pas, mais tu vas quand même, parce que t'es bressois. La deuxième phrase que t'entends toujours et que je dis moi régulièrement, c'est « Oh nom de Dieu, putain, et là j'ai fait une super affaire ». Souvent c'est quand t'achètes 5 parfums à 30 balles. Le mec te dit, il y a Calvin Klein, Hugo Boss, enfin tous les gars là qui jouent à la Terre de Milan là, qui soi-disant c'est des répliques. Bon alors au bout de 3 jours je t'explique un peu le merdier. Le premier jour t'as mis un peu de sambon, un peu de shit quoi, et tout le monde dit « Ouais, pas mal ». Le deuxième jour, tout le monde commence à devenir vert. Et le troisième jour, les mecs disent, bon, tu peux peut-être arrêter avec tes merdes. Donc, ça finit dans les gogards. Une fois que tu as posé ta pêche, souvent, tu as le Calvin Klein qui est là. Et tu en as toujours un sur les 5. Et ben, tu sais pas pourquoi, mais lui-même, il est même pas ouvert, lui. Tu vois, il reste là, comme ça, posé. Parce que même pour les shots, c'est un peu fort, quoi. Tu préfères le truc naturel, quoi. Et la troisième phrase, alors ça, c'est souvent la bourgeoise qui le dit. Vous avez vraiment besoin de tout ça? Quand tu rentres, là, t'as ton cajot, ta caisse, toi, t'as acheté un outil. T'as pas de jardin, mais t'as un outil. Tu sais pas pourquoi t'as pris un outil, parce que le mec, il t'a dit qu'avec l'outil, tu réussirais des trucs canons. Mais t'as un outil qui te sert généralement à que dalle, et je t'explique même pas ce que les nains ramènent. Des G.I. Joe sans tête, des Barbie sans poils, enfin des trucs. Un My Little Pony, tu penses plutôt que c'est un dinosaure, tellement le truc a vécu, quoi. Et ben, généralement, l'année d'après, ben, ça reste dans le carton et ça retaille à la Saint-Mich, où t'iras pas. À part ça, on n'est pas à l'Élysée puisqu'on est à la Saint-Mich. Voilà, il n'y a pas que la foire Saint-Michel ce week-end pour occuper vos enfants. Aline nous en dit plus dans l'instant môme. Alors si on ne va pas à la foire Saint-Michel, qu'on ne va pas se baigner non plus, commence à faire un peu froid, on va où, Aline, ce week-end avec les enfants? Eh bien, ce week-end, on peut aussi effectivement aller crapahuter dans les monts d'Arrée. Les monts d'Arrée qui sont quand même magnifiques, il faut le savoir, qui sont près de tout le monde, Morlaix, Brest, Quimper, tout le monde peut y aller, c'est pas très loin. Et donc l'association ADES, qui est une asso hyper dynamique, propose tout au long de l'année pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, des randonnées, des balades, quelquefois déguisées, quelquefois comptées, quelquefois on fait du land art, on rencontre des corrigans et des sorcières, enfin c'est vraiment extraordinaire. La nuit aussi. Enfin. Et donc c'est toujours différent. Et ce week-end, c'est pour les enfants, plutôt les grands, à partir de 9-10 ans, on peut y aller accompagné. Et puis ça va être l'aventure, il va falloir se dépasser, franchir des obstacles, des rivières, etc. Ça promet d'être vraiment sympathique. Attention aux corrigans toutefois. Bah oui. Donc c'est samedi après-midi à Botteneur. Voilà. Avec l'association ADES. Alors pour les plus petits, Aline? Mais oui, parce que ça c'est plutôt pour les grands. Pour les 0-4 ans, samedi matin, parce que c'est aussi très difficile de trouver des activités à faire avec les tout-petits, entre les siestes, les biberons, etc. On a un peu de mal. Heureusement, commence l'atelier des pitchouns. Alors cet atelier, c'est à Quimper, à la Maison pour tous de Kerfintin. C'est ouvert à tout le monde, même si évidemment, pour y assister, il faut savoir qu'il faut s'abonner, adhérer à l'association. Mais bon, c'est 13 € l'année par famille, donc ça reste raisonnable et tout le monde peut y aller. Et donc, un samedi sur deux, il va y avoir cet atelier pour les tout-petits. On y va donc avec ses enfants. Et c'est un moment assez sympa pour pouvoir se retrouver avec son petit, voir ce qu'il est capable d'accomplir, couper son portable une fois de temps en temps. Et puis, juste profiter des jeux, des animations et éventuellement discuter avec les autres parents. À Quimper, à la Maison pour tous de Kerfintin. Voilà. Et aussi une petite idée pour les moyens. On a parlé des petits et des grands. Voilà, on a les petits, on a les grands. Et ben pour les moyens et pour les parents, pour tout le monde,
Ça, c'est plutôt pour les Brestois. Ce week-end, ça commence dès ce soir. C'est l'ouverture de saison du quartz. Le quartz qu'on ne présente plus, scène nationale, s'il vous plaît. Ça se passe au manoir de Kerwal, avec les 3 artistes associés, que je n'écorche pas leur nom, Marcela Santander, peut-être qu'on dit Marcella Santander, et Juan Caravec, c'est très cosmopolite, et Olivier Martin Salvant, qui vont nous proposer des spectacles, évidemment, mais aussi des ateliers, des animations. J'ai noté, entre autres, une balade silencieuse en compagnie des arbres, parce que les arbres, au moins, on est sûr qu'il y a boucle. Et ça, c'est à partir de 5 ans, par exemple. Voilà, donc au Quartz. Voilà, il y a tout le programme sur Qui dit Clic et sur le site du Quartz. Merci beaucoup Aline, merci à tous les 4 d'ailleurs d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve lundi, même heure. D'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.